on a parlé maman, belle-mère, ado et le père dans tout ça. Aujourd'hui, on va voir comment trouver sa place de père dans la famille. La réponse, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Qui de mieux que Fabrice Florent, papa de 2 adolescentes et podcasteur d'Histoire de Daron, pour nous parler de la place du père dans la famille. C'est parti pour l'interview. Bonjour Fabrice! Salut Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Vaste question. Donc je m'appelle Fabrice Florent, j'ai fraîchement 43 ans et je suis le papa de 2 filles qui s'appellent Lina et Kim, qui ont 14 et 12 ans. L'histoire veut que, en fait, j'ai conçu ma première fille le jour où où j'ai sorti mon magazine qui s'appelle Mademoiselle et que j'ai fait grandir en fait pendant 15 ans sur Internet, donc mademoiselle.com, qui est un magazine féminin et féministe et progressiste d'une manière générale. Et que j'ai... excuse-moi, je suis un peu essoufflé parce que je viens vraiment de monter les 4 étages là, après la livraison c'est les joies du confinement. Mais ouais, que j'ai revendu en fait cet été pour faire autre chose en fait. Parce que c'était bien, ça faisait 15 ans que je travaillais dessus et il était temps de faire autre chose, quoi. Ben, c'est super. Et ben, en tout cas, j'espère que tu vas vivre une nouvelle grande aventure. Ah, j'ai oublié aussi de dire, parce que je suis idiot, que effectivement j'ai 3 podcasts et j'ai notamment un podcast qui nous intéresse la plus particulièrement, c'est que j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où je fais parler des pères de paternité. Donc, et ça, c'est un podcast que j'ai lancé il y a 3 ans afin de libérer la parole des mecs à propos de la paternité. On entend beaucoup les mères parler de maternité, de parentalité d'une manière générale, et c'est vrai que c'est un sujet où les pères de base, on ne leur donne pas forcément la parole. Donc déjà, merci beaucoup de me donner la parole sur le sujet de l'adolescence en particulier. Donc voilà, j'ai lancé ça il y a 3 ans et je sors un épisode tous les premiers et les 3e lundis de chaque mois où je fais parler un père. Il y a plein d'histoires différentes. Il y a plus de 70 épisodes maintenant, donc plein d'histoires différentes avec à chaque fois des angles et des prises de tête et des histoires de vie un peu différentes, quoi. Super présentation, on reparlera tout à l'heure de ton podcast justement. Alors on va commencer par le début. Quand tu as appris que ta femme était enceinte, comment tu as pris la nouvelle et comment tu as vécu ces 9 mois de grossesse ? Alors, j'ai une histoire, je pense, un peu particulière par rapport à la grossesse donc de ma femme de l'époque, parce qu'aujourd'hui on est séparés, donc elle est devenue mon ex-femme. Mais en gros, c'était c'était une grossesse qu'on attendait et sur laquelle on avait un peu travaillé, où on avait discuté, etc., de l'idée de faire des enfants. Donc c'était pas vraiment une surprise, mais c'est vrai que le jour où elle est venue me voir, je me souviens très bien où j'étais en train de travailler là dans mon grenier là-haut dans la maison qu'on avait. Et en fait, elle rentre du travail et elle vient me dire, bah voilà, je crois que je suis enceinte, j'ai fait un test. Et en fait, j'ai pris une énorme claque. Vraiment, c'est bizarre parce que je pense vraiment que j'ai conceptualisé assez rapidement, et je pense que c'est d'autant plus rapidement que j'entends dans mon podcast des pères qui mettent parfois la grossesse entière en fait à se rendre compte et d'avoir leur enfant entre les bras, à se rendre compte qu'ils sont pères. Moi, ça a été très soudain. Et en fait, l'histoire veut que j'ai eu une intuition. Je me suis dit, on va vivre des moments bizarres et sans doute un peu déroutants. Donc, je vais les consigner en fait dans un blog. Donc, en fait, j'avais créé un blog anonyme que j'avais filé à mes amis juste pour leur dire, bah voilà, venez lire de temps en temps. Et en fait, j'y venais écrire tous les soirs. Au bout de 15 jours, je me suis dit, OK, bah, tu continues à écrire dedans. Donc, c'est qu'il y a sans doute un truc qui se passe. Parce que vraiment, pendant la grossesse, si tu cherches un petit peu, il se passe tous les jours des trucs, quoi. C'est marrant. Peut-être pas tous les jours, mais très, très régulièrement.
y a tellement de choses qui sont chamboulées par l'arrivée d'un enfant. Et donc, ouais, effectivement, au bout de 15 jours, je suis allé voir ma femme en lui disant, écoute, j'ai une idée, je vais prendre ce blog et je vais l'imprimer. En fait, je te le donnerai en cadeau quand tu auras accouché. Ça te montrera un petit peu comment moi j'ai vécu ce truc-là. Simplement, le truc que je te demande, c'est de ne pas aller le lire en fait, pendant ce temps-là, parce que je pense que ça fausserait un peu le jeu. Et elle m'a dit, je ne sais pas d'où ça lui est sorti, en fait, mais elle m'a dit, OK. Mais en gros, si tu écris encore à la moitié de la grossesse, en échange, j'aimerais bien que tu envoies ce que tu as écrit à des éditeurs. C'est trop bien. Ouais, mais je sais. En plus, moi, si tu veux, j'ai jamais eu de velléité de publier quoi que ce soit, tu vois, d'être un auteur. Ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc, puis vraiment, ce blog était sans prétention, quoi. Tu vois, c'était très, mais ce que je vivais brut sur le moment, en fait, je le mettais sur ce blog. Souvent, j'écrivais la nuit parce que j'étais en train de bosser, moi, sur Mademoiselle pendant la grossesse. Donc, je travaillais énormément. Et il m'arrivait la nuit, entre 2h et 3h du mat, de mettre un petit fond musical et de commencer à taper pendant une demi-heure, 1 heure, quoi, tu vois, et de faire mon poste du jour. Tout ça pour te dire que, en fait, j'ai fini par envoyer le, comment dire, ce que j'avais écrit à un éditeur. Et en fait, la directrice littéraire de cette maison d'édition sortait de congé maternité. Donc, si tu veux, ça lui a fait tilt tout de suite. Et en fait, voilà, je te la fais courte, mais en gros, j'ai signé ce contrat avant même que ma fille naisse. Alors en plus, on ne savait pas que c'était une fille. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, on pré-signe un truc, mais en fait, je ne sais pas du tout comment l'histoire va terminer, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je vous propose que juste on ne fasse rien avant que le livre soit terminé, et puis on verra ensuite, quoi. Donc voilà. Et en gros, ce bouquin est sorti, il s'appelait Futur Papa. Il est toujours dispo en poche, je pense, chez J'ai lu quelque part. Alors, il a un peu mal vieilli. Il y a des rêves qui ont. Parce que, bon, l'air de rien, il est sorti en 2007. Donc, il a plus de 13 piges. Je suis pas sûr que je sois, avec le recul, très fier de tout ce que j'ai pu écrire par le passé. Je l'ai jamais trop relu, en fait. Et je pense que c'est mieux comme ça. Mais voilà, le bouquin est toujours dispo. Et en fait, je pense que c'était un peu les prémices de ce que je fais aujourd'hui avec Histoire de Daron, c'est-à-dire que j'ai juste raconté mon histoire et, et c'était cool. En fait, pour revenir à ta question sur comment s'est passée la grossesse s'est très bien passée. En tout cas, la première, la deuxième un peu moins parce que ma femme a été alitée pendant quasiment 3 mois. Elle a eu beaucoup de mal à vivre ça. Mais en tout cas, la première s'est très bien passée et je trouve que l'idée d'écrire au quotidien m'a un peu obligé, entre guillemets, à aller chercher des infos et à aller m'intéresser au sujet. Parce que en fait, j'étais obligé de nourrir mon blog, tout simplement. Donc, ça a un peu attisé ma curiosité et ça m'a un peu obligé à m'intéresser à ce qu'elle était en train de vivre, elle, de son côté. Et puis aussi à faire un peu d'introspection et à m'interroger sur ce que je vivais moi. Je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais été tellement dans le boulot, parce que j'étais vraiment en train de lancer Mademoiselle et que j'étais à fond, que j'aurais sans doute pas vu la grossesse passer, quoi. Donc, avec le recul, je suis très très content de la façon dont ça s'est passé et j'ai refait le même exercice pour, pour la deuxième, en fait. Donc, pour Kim. Oui, du coup, t'as été plutôt assez impliqué, t'as été vraiment présent pendant la grossesse, tu t'es impliqué à fond. J'avais cette chance aussi de bosser de chez moi. Et donc, j'ai fait toutes les préparations à l'accouchement. C'était trop marrant. On devait être, je sais pas, peut-être 3 mecs sur 15 femmes qui étaient présentes, quoi. Et j'étais très, très heureux de profiter de ça, en fait, et de m'intéresser un petit peu à ce qui se passait. Moi, en plus, ça a permis vraiment de me détendre et de me tranquilliser par rapport à ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un mec qui a créé, par exemple, ce qu'on appelle les ateliers des futurs papas. Il y a beaucoup plus d'informations, je trouve, et de formations si tu veux être futur papa et que tu cherches un peu des infos. À l'époque, il n'y avait rien du tout, quoi. Et je me souviens qu'on avait fait une réunion avec tous les mecs. En plus, alors, c'est pas de leur faute, mais animé par une sage-femme. Et des mecs qui sont, où tu leur demandes de parler de comment ça se passe la grossesse, de leurs émotions, etc. Je me souviens, la réunion durait 1 heure. Et en fait, la glace a mis 3/4 d'heure à se briser, en fait. Parce qu'avant ça, c'était calme plat. Et c'est normal, hein, les mecs ont du mal à parler.
Et d'autant plus, je pense, quand c'est une femme qui est en phase 2. Et à partir du moment où il y en a un qui a commencé à lâcher le truc, et en fait, avec le recul, je regrette de pas avoir sorti plus tôt, enfin, tu vois, de pas avoir plus tôt pris la parole, parce que je pense que ça aurait été cool que je prenne le lead sur sur ce truc-là, mais j'avais la sensation que c'était pas forcément mon rôle à ce moment-là, et que moi, bah, j'étais au courant de plein de trucs, et que je préférais leur laisser la place à tous ceux qui étaient pas, tu vois, qui étaient pas venus aux réunions, quoi. Et donc, ça a été un peu long, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, alors après la naissance de ta fille, et du coup de tes deux filles, comment ça s'est passé pour toi en tant que père les premières années de leur vie? L'histoire veut que j'ai eu cette chance et surtout on va dire les 2 premières années, de bosser de chez moi, parce que j'étais en train de lancer mon projet et j'avais des horaires, comme je le souhaitais, en fait. Et donc, c'était vraiment très cool parce que j'ai pu m'occuper de mes filles, en fait, de façon, très active. Parce que c'était un truc que je voulais faire aussi, je voulais m'impliquer, et parce qu'en fait, bah, mon ex avait monté son agence, 1 an avant que je monte Mademoiselle, donc elle aussi, elle avait du taf. Et avec le recul, je suis très heureux parce qu'en gros, ce que je faisais, c'est que alors je sais plus si j'allais les déposer chez la nounou, mais en tout cas, j'allais les chercher, c'est sûr et certain, à 16h30 ou 17h, un truc comme ça, donc assez tôt dans l'après-midi. Et en fait, après ça, je m'en occupais jusqu'à. Alors, je sais plus trop si je pense que je leur donnais le bain, c'est sûr. J'aimais pas trop leur donner à manger, donc je le laissais à ma femme, à leur mère, pour quand elle rentrait, elle pouvait leur donner à manger. Elle, ça la dérangeait pas. Mais de ce fait-là, je jouais avec, je les occupais, je les éveillais, on faisait vraiment plein de choses le soir entre, on va dire 16h30, 17h et 19h. Donc j'avais au moins 2 heures hyper privilégiées où je faisais en sorte de ne pas bosser et d'être avec elle. Donc ça, c'était cool. Et on va dire, c'est pareil, en fait, il y avait un autre truc vraiment top, c'est que mon ex travaillait le samedi. Donc en fait, tous les samedis, de 9h du mat à 18h à peu près, je m'en occupais, je les avais que pour moi. Et ça, c'était vraiment cool, en fait, parce que ça m'a obligé un peu à me sortir les doigts et à m'impliquer en tant que papa. Et notamment, il y avait il y avait ce truc génial où j'allais faire les courses aussi. C'était un peu à l'époque, il y avait pas tous les drives qui existent aujourd'hui. Après, on a fini par faire ça, c'était trop bien. Mais donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, on allait à Carrefour. En fait, j'avais d'abord l'aîné en porte-bébé, puis après, quand la deuxième est arrivée, j'avais la petite en porte-bébé et l'autre dans le caddie. Et en fait, je faisais les courses le samedi matin. C'était vraiment très, très cool. Et puis, le samedi après, en général, on jouait ensemble ou on allait se balader. Enfin, c'était vraiment. C'est des moments c'est des souvenirs que je chéris un peu parce que il y a. Pareil, on allait au bébé nageur aussi. Donc, pour leur apprendre à nager, c'était vraiment cool. C'est des moments que je chéris un peu, et bah, je t'en parlais un petit peu dans notre pré-interview, mais il y a un truc un peu triste, entre guillemets, c'est que bah, la deuxième, par exemple, on a fait ça entre ses 0 et ses 4-5 ans, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, elle a 12 ans, et elle me disait cet été qu'elle se souvenait plus de rien, quoi. Elle se souvenait plus du tout des moments qu'on a pu passer ensemble et qui, pour moi, sont tellement importants, fondateurs de plein de choses. Mais elle en a plus aucun souvenir. Alors, l'aînée s'en souvient, elle, parce que bah, elle a 2 ans de plus. Mais la petite s'en souvient pas, quoi. Enfin, la petite, elle est plus petite, hein, aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est un peu dur. Mais bon, toi au moins t'as des bons souvenirs, donc c'est le principal. Et puis t'as dû prendre 2-3 photos aussi pour lui montrer. Lui rappeler que vous avez passé des bons moments. C'est pas forcément pour avoir des preuves, mais je pense en plus que c'est beaucoup plus fondateur que ce que tu pourrais t'imaginer. En fait, c'est sûr que si tu le prends personnellement, ça m'a un peu piqué, en fait, tu vois, quand elle m'a dit ah bah je me souviens plus du tout de ce qu'on a pu faire ensemble. Je me suis dit ah putain, c'est chiant. Et d'un autre côté, en fait, peu importe, c'est pas à propos de moi toute cette histoire, quoi. Tu vois, si elle s'en souvient pas, c'est pas grave. L'important, je pense, c'est au fond d'elle, il y a des choses, il y a de l'amour que je lui ai filé, il y a des bases que je lui ai filées, il y a comment dire, des passions qu'on a pu partager ensemble et qui sont sans doute beaucoup plus fondatrices que ce que je peux penser, quoi, tu vois, où là, elle se dit juste, bah, moi, je me souviens plus de rien. Bon, bah, ok. Ouais, non, mais ça c'est sûr, t'as raison. Les premières années de la vie sont hyper importantes et t'as dû lui transmettre plein de choses qui font qu'elle est qui elle est aussi
aujourd'hui, même si elle s'en souvient pas. Part de ce principe-là en tout cas. Alors du coup, quand tu as décidé de développer ton entreprise sur Paris, comment s'est organisée un petit peu ta vie de famille? Est-ce que tu as eu l'impression que ta place de père avait changé? Effectivement, il y a 7 ans maintenant, 7-8 ans, jusque-là, en fait, ma boîte était basée sur Lille. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite assez vite, oui, au bout de 2-3 ans, que en fait, avoir un média d'envergure nationale comme Mademoiselle dans une région, en région, comme ils disent, en province, quoi, à Lille, ça tirait plein de balles dans le pied du projet, quoi. Donc, j'ai mis un peu de temps, mais en fait, effectivement, au bout on va dire 7 ans, j'en ai parlé à ma femme à l'époque, et lui dire, bah voilà, j'ai ce projet-là et je pense que ça serait cool que, que je le fasse. C'était des sacrifices au niveau personnel, mais d'un autre côté, je sentais que si je le faisais pas et que si je tentais pas cette aventure-là, sans doute je le vivrais mal, et sans doute je vivrais mal le fait que ma boîte continue à vivoter et que j'ai pas tenté cette grande aventure d'aller ouvrir des bureaux à Paris, et d'aller bosser là-bas à quasi plein temps, en fait, parce que j'y allais en général, j'y allais du mardi matin au vendredi après-midi. Et ouais, de ce fait-là, ça a pas mal chamboulé toute cette petite organisation qu'on avait. Mais ceci dit, je finissais un peu par, tu vois, je te racontais tous les trucs cool, mais je finissais un peu moi par tourner dans cette vie un peu comme un lion en cage, si tu veux. Je suis pas vraiment un mec du quotidien. Je suis pas très bon pour ça, pour tout l'aspect routinier qui est hyper important pour les enfants en bas âge. Et je pense que pendant les premières années, je me suis vraiment marché dessus en fait par rapport à ça. Et en fait, j'ai fini par prendre cette décision. Enfin, on a pris cette décision. En tout cas, c'était ma décision, mais c'est vrai qu'on l'a pris ensemble, d'aller ouvrir ses bureaux à Paris, de changer complètement le rythme. Donc au début, ça a été un peu dur parce que le truc qui manquait le plus, c'était d'aller faire des bisous le soir aux filles avant qu'elles se couchent, quoi. Et puis en fait, en grandissant, c'est vrai que j'avais un peu perdu le rythme d'aller les chercher à l'école, etc. J'étais plus dans le boulot, quoi. Donc j'avais un peu perdu déjà ce lien-là qu'on pouvait avoir quand elles étaient toutes petites. Et au fil de l'eau, en fait, effectivement, le lien a changé, en fait. J'allais dire qu'il s'est un peu desserré, mais juste, je pense qu'il a fondamentalement changé parce que je pense que l'un des trucs que je faisais, surtout les dernières années, quand j'étais encore à Lille et que j'étais trop dans le boulot, en fait, c'est que je m'occupais d'elle et en même temps, je continuais à bosser. C'est-à-dire que je faisais partie de ces pères qui les emmenaient au parc et qui répondaient aux mails sans s'occuper vraiment d'elle, quoi. Et je m'en rendais pas vraiment compte à l'époque. C'est sûr qu'après, il y a eu des posts sur Instagram où on présentait un petit peu ça comme ça. Et je faisais partie, je pense, de ces pères qui faisaient semblant, entre guillemets, de s'occuper de leur môme, mais qui n'étaient pas vraiment dans l'instant présent avec elle. Donc, en gros, ce que ça a fini par changer, c'est que j'étais moins présent, mais j'avais la sensation d'être plus présent quand j'y étais. Je faisais vraiment en sorte de bosser le moins possible parce qu'avant, en fait, je bossais, enfin, en tout cas les dernières années où j'étais sur l'île, je bossais le samedi, je bossais le dimanche. Enfin, c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop de travail. Mais d'un autre côté, j'y trouvais mon compte aussi, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Mais sans doute, j'ai mis un peu de côté cet aspect de paternité. Et ce que ça a changé, je pense, en revenant à Lille, c'est que cette là, j'étais moins présent, mais j'étais plus présent. Je m'étais astreint à ne plus bosser que le dimanche matin. Donc, c'était vraiment un objectif. Et le samedi, de ne pas bosser ou quasiment pas, quoi. Ou juste quand elles faisaient la sieste ou quand elles avaient des moments un peu plus cool, quoi. Ok, du coup, combien de temps ça a duré cette situation et quelle est ta situation actuelle maintenant? Ah bah oui, cette situation a duré pendant 7 ans. Et en fait, là, je te disais au tout début du podcast qu'on s'est séparés avec mon ex et avec leur mère. On a fait ça on a pris cette décision ensemble, hein, vraiment de façon très cool. On reste très bons amis. C'était vraiment notre objectif quand on s'est quittés, c'était de pas s'embrouiller, de continuer à être bien ensemble. Et on se connaît on était ensemble depuis le collège, non, quand même pas, depuis le lycée. Donc j'avais 17 ans, elle avait 15 ans. Donc on était vraiment bons potes, si tu veux. Et je pense qu'on avait vraiment fait en sorte de rester bons amis.
Mais de ce fait-là, moi, je suis resté vivre à Paris, pardon, justement. Je suis resté vivre à Paris à plein temps. Et elles ont leur vie à Lille, en fait. Elles ont leurs amis à Lille, elles ont leur collège à Lille, elles ont leur école à Lille, etc. De ce fait-là, je vis à plein temps ici à Paris et elles vivent à Lille. Et on se voit un week-end sur deux. Donc, ça a un peu changé encore la nature de la relation. Parce que de ce fait-là, on se voit encore moins. Moi, j'essaie d'être encore plus présent. Alors, ça nécessite un peu d'ajustement et ça a été d'autant plus bousculé. Enfin, ces ajustements ont été d'autant plus bousculés qu'il y a eu le confinement entre-temps. Et en fait, j'ai pas vu les filles pendant 6 semaines. Je pense qu'entre mi-mars et début mai, en gros, j'avais vraiment peur et je pense que c'était un truc qui était partagé avec mon ex, tu vois, de venir les voir, à Lille. C'est un truc que j'aurais pu faire, qu'elle m'avait proposé. Mais ouais, c'était vraiment de ce fait-là, cette période pendant le confinement et post-confinement a été un peu compliquée parce qu'il a fallu qu'on retrouve nos marques. Et je suis très heureux en fait parce qu'on a passé un très chouette été où on a pour le coup passé un mois ensemble, 2 fois 15 jours. Et c'était cool parce qu'en fait on a réussi à retrouver un rythme de vie normal en fait où jusque-là, en fait, pendant les week-ends où elle venait, j'avais la sensation qu'il fallait qu'on fasse le maximum de trucs et qu'on blinde le temps et qu'on profite un maximum quand elles étaient là, parce qu'elles viennent le samedi matin, elles repartent le dimanche en fin d'après-midi, donc c'est assez court. Et les vacances m'ont vraiment détendu par rapport à ça, parce que ça m'a permis de me rendre compte en fait que c'était possible d'avoir une vie cool, de pouvoir chiller pendant une après-midi et de se retrouver en fait en fin d'après-midi. On pouvait chiller chacun de notre côté, on pouvait se retrouver pour goûter par exemple, c'était cool. Ouais, puis surtout, elle venait aussi pour passer du temps avec toi et pas forcément pour faire le tour de Paris. Exactement, ouais. Donc, et puis en plus, toutes ces histoires de tour de Paris, ça a été un peu compliqué parce que le confinement nous a obligés à. Moi, j'avais un appart, alors certes, qui était grand pour un appart parisien, il faisait 40 mètres carrés, mais en fait, ça nous obligeait à pas sortir, quoi. Et après, post-confinement, elles avaient un peu de mal à sortir et à voir le monde qu'il y avait dans Paris. Donc voilà, ça a nécessité. 2020 est une année compliquée pour tout le monde, mais aussi pour nous à ce niveau-là, c'est qu'il a fallu qu'on s'ajuste aussi par rapport à ça, quoi. Et du coup, maintenant, comment t'arriverais à te situer un petit peu avec elle? Est-ce que tu penses que t'es vraiment un père très présent? Quelle relation t'as avec elle maintenant où t'as réussi à retrouver un petit peu une stabilité par rapport à ça? Tout doucement, hein, parce que en fait, je pense que l'un des trucs importants, et je crois que c'est un peu ça que je vais essayer de faire, c'est que en gros, je veux qu'elles sachent que si elles ont besoin de moi, je suis disponible. Par exemple, on s'appelle pas du tout tous les jours. Je me bataille avec elles pour que on puisse avoir un appel par semaine. Parce que en fait, elles ont leur vie, tu vois, elles ont leur vie d'ado et, euh, et en gros, quand elles n'ont pas de soucis, elles n'ont pas besoin de moi. Et moi, ça me va très bien jusque-là, si tu veux. Simplement, elles savent, je pense qu'elles savent que, et je leur ai dit, redit, que si elles ont besoin de moi, à un moment donné, elles peuvent venir me faire coucou et que, tu vois, quand elles, d'une manière générale, quand mon ex me demande à l'aide aussi, j'essaie d'être présent parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis meilleur qu'elle, quoi, tu vois, et vice-versa, bien sûr. Donc, en général, elle finit par savoir les trucs sur lesquels je me démarre pas trop mal, notamment sur tous les aspects, on va dire, psychologiques d'une manière générale. J'aime bien leur venir en aide quand c'est ça, quoi, tu vois, et de leur filer un peu des conseils de vie de vieux sages, si tu veux. Mais typiquement, la deuxième, donc Kim, a eu un peu de mal à se déconfiner. Ça a été très très dur pour elle de ressortir dans la rue, et notamment à la rentrée, elle a eu un peu de mal où elle a fait 2-3 jours où elle voulait pas aller à l'école, quoi. Et c'était compliqué pour elle d'aller à l'école. Et je pense que je me suis pas trop mal démerdé avec elle. J'ai réussi à la faire parler, là où c'est un peu compliqué de la faire parler parfois. Et j'ai réussi à lui faire prendre conscience aussi que c'était pas si grave que ça, que c'était un truc qui arrivait, qu'il fallait prendre le temps, qu'il fallait on appelle ça le syndrome de la cabane en plus. C'est un vrai sujet, hein. J'avais vu un papier dans Le Monde là-dessus qui parlait de ça, donc je lui ai parlé de ça, tu vois. Je lui ai dit, peut-être t'es à la cabane en fait. Et elle comprenait pas, ça l'a fait marrer. Et en fait, on a un peu parlé de ça.
Je pense que ça l'a aidé aussi à se détendre et à se dire que bah, c'est pas grave et qu'il faut prendre le temps. Et ça va mieux, tu vois, depuis ce temps-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, je crois que ça fait un peu partie de mon rôle et je pense que je crois que en étant plus jeune, j'avais envie d'être un peu ce papa parfait, en fait, tu vois, le meilleur papa de tous les temps, le papa parfait ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai appris que bah, quoi qu'il arrive, j'allais merder. Et parce que en fait, tous les parents merdent et tous les pères merdent, plus ou moins fort. J'allais faire en sorte de merder et le moins possible, le moins pire possible. Mais en fait, si ça arrive, c'est pas si grave, ça fait partie du jeu. Et il faut que je l'accepte. Et surtout, d'être prêt à la fois à ce qu'elles sachent que si je déconne avec elles, elles peuvent me le dire en me disant bah, en fait, t'as merdé papa, tu déconnes. Et surtout, si elles viennent me dire que j'ai déconné, d'être prêt à m'excuser. Et ça, c'est un truc que je pense que je fais quoi aujourd'hui. Et ce qui est cool, c'est que quand je dépasse les limites ou quand je les saoule, en fait, elles me disent bah là, tu saoules quoi. Et ça, c'est cool. Ça permet de non mais c'est plutôt cool pour des ados d'avoir, enfin tu vois, d'avoir des ados qui communiquent sur la façon dont on gère avec elles. Et je pense que ça fait aussi partie de notre rôle de parent, tu vois, d'être prêt à entendre quand tes enfants, quand ils disent bah t'as déconné quoi, ou alors tu déconnes, ou alors c'est chiant quand tu fais ça, arrête. Ça permet de pouvoir discuter parce que quand elles me disent ça, moi je me dis bah voilà moi pourquoi je le fais, et ça permet d'avoir un échange tout simplement, ce qui est pas forcément évident à l'adolescence. T'as l'air de pas trop mal t'en sortir en termes de communication justement et d'arriver à échanger avec elles et d'échanger, bah déjà qu'elles osent aussi te dire les choses et que t'arrives à échanger avec elles, c'est déjà super quoi, c'est déjà un bon début pour communiquer. Ça nous empêche pas de nous prendre hyper la tête sur les temps d'écran. Alors on va parler un petit peu de ton podcast maintenant, Histoire de Daron, sur lequel donc tu donnes la parole au père. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as créé ce podcast et après 3 ans de création, quel impact il a pu avoir sur toi et sur tes auditeurs si tu le sais? Alors, en fait, à la base, j'avais créé ce podcast. Alors, effectivement, pour donner la parole au père, parce que je pense que cette expérience de futur papa m'avait pas mal marqué. J'avais eu pas mal de mails spontanés de pères qui me disaient merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et en fait, je m'étais dit mais pourquoi vous le pensez tout bas en fait pourquoi vous le dites pas, pourquoi vous le dites pas tout haut comme moi? Et en fait, je me suis rendu compte que il n'y avait pas vraiment de place pour les pères pour venir parler de ça. Alors les mecs parlent beaucoup, les mecs prennent beaucoup la parole dans la société, les mecs prennent de la place. Mais en fait, dès qu'il s'agit de parler de ses émotions ou de ce qui se passe dans comment dire, dans ce rôle sur lequel on t'attend pas vraiment sur la paternité, en tout cas en tant qu'homme, et puis d'un coup d'un seul, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, et surtout, en fait, je pense qu'on est un peu à une croisée des chemins là, en termes de figure paternelle. Je pense que je fais partie des derniers mecs, donc moi j'ai 43 ans, où j'ai eu un père vraiment à l'ancienne, quoi. Tu vois, mon père, c'est un mec génial, hein, tu vois, mais juste il a été élevé dans un modèle qui n'appartient pas, qui n'est pas du tout le même et qui n'appartient pas au 21e siècle, quoi. Je trouve qu'il est complètement décalé aujourd'hui. Et en fait, pour des mecs comme moi, c'est pas forcément évident parce qu'il a fallu se construire sur une image à partir d'une figure qui n'existait pas et qu'il a fallu bâtir en fait. Donc c'est à la fois passionnant et en même temps c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, bah, je pense que l'un des problèmes et l'un des soucis aussi de tout ça, c'est que bah, les mecs parlent pas. Donc, bah, et s'ils parlent pas, c'est pas que parce qu'ils ont pas envie de parler, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de tribune, tu vois. Donc je me suis dit, let's go, allez, je vais créer une tribune et puis on va voir ce que ça donne. Et en fait, ça a pris assez rapidement. Ce qui m'enthousiasme en fait de plus en plus au fil des années, c'est que à la base, en fait, c'était plutôt des femmes qui m'écoutaient, des mères qui m'écoutaient, des futures mamans qui m'écoutaient, et les mecs qui n'écoutaient pas trop. Et en fait, là, j'ai de plus en plus de témoignages spontanés de mecs qui viennent me dire, bah, grâce à toi, en fait, j'ai pu préparer la grossesse de ma femme plus tranquillement, j'ai pu me projeter en tant que père plus facilement, j'ai pu comment dire, avoir des discussions que j'aurais jamais eues avec la future mère de mes enfants ou avec la mère de mes enfants, parce que c'est aussi un travail que tu fais une fois que tes enfants sont nés, quoi. J'en suis vraiment, enfin, ça fait partie
c'est mon projet de cœur, quoi. Vraiment, c'est un truc où c'est marrant parce que je l'ai lancé à une période où c'était un peu plus compliqué personnellement pour moi sur Mademoiselle en tant que boss. Et j'avais un peu cette envie et ce besoin de recréer un projet par moi-même tout seul. 2017, on devait avoir 25 employés, tu vois, chez Mad. Et en fait, tu peux plus recréer un projet tout seul. Comme j'ai créé le projet quasiment tout seul, tu vois, Mademoiselle à l'époque, tu peux plus le faire. Et tu es obligé de mettre des gens autour de la table. Et en fait, j'avais vraiment envie de retrouver ce truc de faire tout seul, de prendre mon petit enregistreur, mon micro, et en fait d'aller enregistrer des gars, le monter moi-même, le diffuser moi-même, de m'occuper moi-même de la promo. Enfin, tu vois, tout ce truc-là, de refaire vraiment, de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et en fait, je suis super ravi vraiment de l'impact que ça a pu avoir et surtout des remontées. Alors aussi bien en termes d'audience, parce qu'en fait le podcast marche plutôt bien pour un petit podcast indépendant. Il me permet de pouvoir gagner un peu de sous, j'arrive à le monétiser, ça aussi c'est plutôt cool. Et puis surtout les retours des auditeurs, les mails de candidature que je reçois de pairs qui sont tous... Enfin, il y a vraiment des histoires cool et je suis content de pouvoir les relayer, quoi. Ouais, c'est génial parce qu'au final, t'as fait ce projet-là à la base aussi un petit peu pour toi et pour te remettre un petit peu dans cette création solo, de faire un projet qui te tenait à cœur. Et quand tu vois du coup tous ces retours, les gens qui viennent vers toi, les gens qui te remercient aussi pour ce que tu fais, c'est hyper gratifiant de faire ce que tu fais, quoi. T'es heureux de le faire et puis en plus de ça, il y a des retours positifs donc c'est génial, quoi. C'est que du positif. Alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs maintenant. Alors est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ? Pour moi, l'un des trucs qui est compliqué en tant que parent, c'est de pas comprendre ton adolescent. C'est-à-dire que où tu as la sensation que d'un coup d'un seul, tu ne comprends pas pourquoi il fait ça, tu vois. Là, par exemple, moi, je suis en train de me battre très fort avec le temps d'écran de mes filles, tu vois, parce que c'est un vrai truc. Et en fait, je pense en plus que je fais partie de ces parents qui sont plutôt connectés, si tu veux, qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne de par mon job chez Mademoiselle depuis 15 ans, quoi. J'ai appris à me mettre en empathie en fait avec la jeune génération, n'est-ce pas? Et en fait, je pense que c'est dur de pas comprendre pourquoi ils font ça à ce moment-là ou de pas comprendre, tu vois. Par exemple, on a des prises de tête autour de TikTok notamment, parce que je trouve que TikTok c'est vraiment le diable, hein, cette appli, où elles prennent. En fait, c'est que des vidéos de 10 secondes et en fait, elles zappent. Et c'est ouf parce que de ce fait-là, elles retiennent rien. Donc, tu vois, j'essaie de leur expliquer pourquoi je trouve que cette application est naze et par quoi j'aimerais bien qu'elle le remplace. Ça met du temps, mais petit à petit, tu vois, elles finissent par comprendre. T'auras envie de donner un petit conseil aux auditeurs ou est-ce que t'as envie de faire passer un message comme ça Alors, par rapport au temps d'écran, je pense que le premier truc, moi, que j'ai réussi à faire, c'est à gérer un peu mieux mon propre rapport au temps d'écran. Parce que j'étais vraiment... En fait, je me suis rendu compte que j'étais accro. Donc, j'ai essayé de faire ça. J'avais écrit un article sur Mademoiselle à l'époque. Si tu veux, tu pourras le mettre dans les notes de l'épisode. Je te l'enverrai. Comment j'avais fait, moi, pour me désintoxiquer. Alors, un petit peu... J'ai des périodes où je sens que je replonge et j'essaie de ressortir la tête de l'eau en remettant, en remettant un petit coup de vis en fait enfin tu vois, aux propres limites que j'avais mises en place. Je pense que c'est hyper important de déjà faire ce travail-là sur soi avant d'aller plus loin. Et puis en fait surtout je pense faut les écouter, essayer de comprendre pourquoi ils aiment autant ça, quoi. Et puis, je pense aussi, si vous avez des ados pas trop bêtes, de leur expliquer ce que ça fait sur le cerveau. Enfin, moi, c'est tout un travail que j'ai fait avec elles. Là, maintenant, elles sont ados, c'est cool. Je leur ai montré le fameux docu, je sais pas si tu l'as vu, derrière nos écrans de fumée, là. Il est génial, je l'ai vu, il est vraiment super. Voilà, bon, il y a un aspect un peu drama et tout qui est un peu dur, mais en fait, ce qui est cool, c'est que typiquement, l'aînée, elle a enlevé toutes ses notifs après avoir vu ce docu. Donc, je sais pas trop si elle les a remis là, mais ça serait marrant. Je les vois ce week-end, je vais leur demander. Mais ouais, je pense que c'est important aussi de leur filer des billes pour essayer de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Bon, ça, c'est du b.a.-ba de parents, quoi, tu vois. Mais sur le sujet du temps d'écran et tout, aujourd'hui, on finit par avoir pas mal d'études, etc., pour être capable de leur montrer ce que ça fait. Et après, elles vont peut-être pas forcément changer tout de suite, ça met du temps, mais
L'important, c'est de planter des petites graines, je pense. Puis je trouve que t'as dit un truc qui était très vrai, dans le sens où d'abord t'as fait ce travail sur toi, avant de leur dire quoi que ce soit, parce qu'au final, on apprend aussi par l'exemple. Donc si toi t'étais à fond sur ton téléphone et que tu leur demandes d'arrêter, ça avait aucun sens pour elles de le faire, quoi, parce que finalement elles te voient tout le temps sur ton téléphone, donc elles comprennent pas pourquoi toi tu peux et elles peuvent pas. Et ensuite, ouais, effectivement, d'expliquer aussi ce que ça fait sur le cerveau, dans ta vie, l'impact que ça peut avoir, c'est aussi très intéressant. Et effectivement, peut-être qu'au début ça va peut-être un petit peu les saouler, mais finalement je pense que ça rentre aussi un petit peu dans la tête. T'écoutes malgré tout, même si tu fais mine de pas tout écouter, et c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir ces conversations là avec eux, ça c'est sûr. J'essaie de les inciter aussi à être un peu plus créatrices ou actrices que juste consommatrices, si tu veux. Donc, en leur disant, bah, en fait, tiens, tu regardes des vidéos, bah, essaie de faire des montages un peu. Donc, c'est marrant. Donc, cette là, l'aînée, elle prend plein de vidéos. De cette là, elle fait des petits montages quand elle va en week-end, etc. Et c'est cool parce que je vois qu'elle commence à comprendre un peu comment marche la logique du montage. Plus ça va, plus elle monte avec la musique, tu vois. Donc, c'est plutôt top, quoi. C'est chouette. Puis c'est sûr, d'avoir un père comme ça aussi, ça peut aider, hein. Mais je sais pas trop en fait, parce que je pense vraiment que tu sais, elles se rendent pas vraiment compte de tout ce que j'ai pu faire, etc. Enfin, ça vient petit à petit, tu vois, parce qu'elles se rendent compte que, mais c'est pas forcément un truc qui est aussi simple que ça, parce que je sais pas, parce que je leur ai montré beaucoup d'exemples enfin, tu vois, quand elles étaient petites, dès qu'il y avait un tournage à Lille, je les amenais, enfin, quand elles étaient petites, quand elles avaient, je sais pas, entre 6 et 10 ans, quoi. Dès qu'il y avait un tournage à Lille, je les amenais, je leur faisais porter le micro, enfin, tu vois, je m'en servais comme perchiste et tout, quand on avait des sessions acoustiques ou des trucs comme ça. Mais je n'ai pas la sensation que ça les ait marqués plus que ça, tu vois, aujourd'hui. Bon, voilà, ça fait partie un peu du chemin aussi. Je sais pas ce qu'elles feront plus tard. Hein, c'est un peu. Ah, bah, moi, c'est chouette d'arriver à détourner un petit peu leur façon de consommer, et finalement de tourner vers quelque chose d'un peu plus créatif, et de voir aussi ce qu'elles en feront, quoi. Peut-être que ça ira pas plus loin, et peut-être que finalement elles vont se découvrir une passion incroyable, et partir là-dedans, quoi. Et du coup, on arrive à notre dernière question. Alors, pour finir, où pouvons-nous te retrouver sur les réseaux? Alors, bien sûr, je mettrai tous les liens en description, mais c'est quand même chouette que tu nous le dises aussi un petit peu. Moi, j'ai un compte Insta en fait que j'alimente pas assez bien. Notamment, tiens, je me suis rendu compte hier que j'avais fait 2 super interviews, tu vois, qui vont sortir bientôt, avec Laura Felpin et Ben Mazué. Et en fait, j'aime bien prendre des photos pour les mettre après sur mon compte Insta. En fait, j'oublie tout le temps. Et c'est pas que j'ai peur et tout, c'est juste, en fait, j'oublie. Donc, je rentre chez moi là et je me dis putain, j'ai encore oublié de prendre les 2 photos. Je suis un peu nul. Voilà, donc j'ai mon compte Insta où je publie de temps en temps des stories, où je relais mes podcasts, etc. En fait, je suis en train de lancer une chaîne Twitch sur lequel je suis en train de me lancer, une nouvelle plateforme, donc un peu plus du direct pour le coup. Donc tu parles dans un micro, mais c'est plutôt du direct, où je fais mon premier live là, au jour où on enregistre ce soir. Où je vais parler un peu de mon après Mademoiselle. Et puis, je vais me lancer en fait dans un programme un peu plus récurrent, je pense, sur Twitch. Donc, si vous voulez me trouver, c'est vous tapez Fabrice Florent dans Twitch, vous allez me trouver. Et puis, j'ai ma newsletter aussi que je chéris beaucoup, où j'envoie des mails, on va dire à peu près tous les 15 jours, où je partage un peu mes pensées et aussi mes kiffs du moment, en fait, parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, la reco culturelle. J'aime beaucoup dénicher des trucs et le partager aux gens. Donc c'est un truc que je fais par newsletter. Eh ben super, c'est bon à savoir, je vais pouvoir m'inscrire comme ça et recevoir cette super newsletter et suivre le fil de tes pensées comme ça tous les 15 jours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. Merci à toi pour l'invite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin, à vous abonner à la chaîne également, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!